et les Halles connaîtront un calme relatif jusqu'au lendemain. Dans d'autres secteurs de l'agglomération parisienne se trouvent des usines, comme en a décrit Zola encore, car l'un des premiers dans la littérature française, il s'est intéressé à la population ouvrière, dont le développement commençait à poser des problèmes nouveaux. Il a donc peint des cités industrielles, avec leurs bâtiments immenses et inhumains, leurs cheminées lugubres et toute leur tristesse déprimante. Il a observé les ouvriers au travail, et notamment dans Germinal, au fond de la mine. Accablés par des conditions d'existence qui les incitaient à la révolte. Déjà se déroulaient à cette époque des cortèges, où des panneaux, des cris, des mots d'ordre, scandés par toute une foule, manifestaient la volonté d'imposer un régime plus juste et plus humain. Cet intérêt de Zola pour les grands ensembles sociaux, ce talent pour décrire les masses, pourrait laisser croire qu'il obéit à une idéologie politique. Ce serait une erreur. Zola n'a pas voulu défendre des thèses. Il se considérait comme un pur romancier. Un moment est venu, pourtant, où il a jugé à propos d'intervenir dans les luttes de son siècle. J'accuse. Ce titre énorme. Oui, Zola s'est dressé ce jour-là en accusateur. Il a envoyé une lettre ouverte au président de la République pour dénoncer la machination ourdie contre le capitaine Dreyfus, injustement condamné pour trahison. Cet acte courageux a préparé la réhabilitation de Dreyfus. Mais l'affaire a divisé le pays en deux camps violemment opposés. Zola a été calomnié par ses adversaires. Il a été condamné en justice. Mais, en contrepartie, ce tumulte autour de sa personne lui a valu des lecteurs de plus en plus nombreux. De plus en plus, on admira le souffle épique de son inspiration et le relief de ce style qui confère aux réalités les plus sordides une sorte de poésie élémentaire et puissante. Mais mieux vaut, pour s'en rendre compte, entendre quelques fragments du ventre de Paris. Florent put croire qu'un banc de poissons venait d'échouer là, sur ce trottoir, râlant encore, avec les nacres roses, les coraux saignants, les perles laiteuses, toutes les moires et toutes les pâleurs glauques de l'océan. L'opale des merlans, la nacre des maquereaux, l'or des rougets, la robe lamée des harengs, les grandes pièces d'argenterie des saumons. C'était comme les écrins vidés à terre de quelques filles des eaux, des parures inouïes et bizarres, un ruissellement, un entassement de colliers, de bracelets monstrueux, de broches gigantesques, de bijoux barbares dont l'usage échappait. Dans le ventre de Paris sont écrits encore d'autres pavillons,
l'on vend le beurre et les œufs, le fromage. Il y a les meules de Gruyère, que l'écrivain compare aux roues géantes d'un char barbare. Les fromages de Brie qui ressemblent à des lunes éteintes. Les camemberts. Tous ces fromages dont l'odeur est terrible à la gorge, comme une vapeur de soufre. Plus qu'aucun autre, Zola était sensible à ces impressions brutales qui saisissent le passant, qui le poursuivent, et qui, à la fin de la journée, semblent envahir lentement la cité. Le nuage de toutes ces haleines, note-t-il, s'amassait au-dessus des toitures, gagnait les maisons voisines, s'élargissait en nuées lourdes sur Paris entier. C'étaient les halles crevant dans leur ceinture de fonte trop étroite et chauffant du trop-plein de leur indigestion du soir le sommeil de la ville gorgée.